Suarez était un architecte, mais il n'hésitait pas à mettre la main à la pâte pour faire gagner son équipe. Pour moi, Rivera, aucun autre athlète ne m'a fait cette impression. Il était impressionnant mentalement. Des duels, Luis Suarez de l'Inter et Gianni Rivera du Milan AC en ont connu beaucoup dans les années 60. De nombreux derbys ont été marqués par l'un et par l'autre. Dans le premier qu'ils disputent en 61-62, Suarez inscrit un but, mais perd malgré tout la rencontre 3-1. Dans le derby suivant, par contre, l'Inter s'impose 2-0 et il marque un nouveau but. Rivera se montre également décisif dans ses rencontres et expose toute sa classe et son charisme sur un terrain aux yeux du grand public. Outre le fait qu'ils aient gagné tous les deux le Ballon d'Or, Suarez et Rivera ont en commun l'intelligence du football. Ils ont tous les deux une connaissance du jeu exceptionnelle. Pour s'en assurer, il suffit de feuilleter les journaux de l'époque, des Lumières. Voilà ce que l'on disait d'eux le plus souvent. Suarez est le chef d'orchestre de sa formation. Il récupère les ballons, organise le jeu et gère le tempo du match, se replace en défense et conclut même les actions de temps en temps. Il a cette capacité à diriger le jeu de son équipe, à être le meneur de sa formation. Brillante est son action dans le derby de 1967. Suarez se positionne derrière Facchetti, prêt à récupérer le ballon et à servir Mazzola en première intention. L'Inter repart et Suarez suit l'action en réussissant de nouveau à raccourcir les distances et à se retrouver en possession du ballon. Le pressing se poursuit et Suarez se libère dans l'intervalle qui se trouve sur sa droite pour dicter le passage en profondeur. Il était le point de départ et le centre des actions. Il recevait les relances des défenseurs et lançait les attaquants. Et il faisait des passes de 30 ou 40 mètres parfaites. Rivera est un génie, un numéro 10 disposant d'un répertoire inépuisable. D'une simple feinte, il libère parfaitement l'espace pour ses coéquipiers. Ses passes sont un régal pour ses partenaires et il arrive à percer une défense avec une aisance incroyable. Pas étonnant qu'il ait désigné Roberto Baggio comme son héritier. Il jouait avec une facilité déconcertante, la tête toujours haute. On aurait dit que tout était si simple pour lui. C'était vraiment incroyable. Il avait cette capacité à rester toujours calme, serein, même dans les moments les plus difficiles. Il réussissait à attirer l'attention exclusivement sur lui. Et si bien que lorsqu'il se trouvait à proximité du but, il parvenait à décaler un de ses coéquipiers laissés libres. Dans son action contre l'Inter, le capitaine se démarque et reçoit le ballon. Il s'arrête et lève la tête. Il anticipe sur la course de son coéquipier et lui délivre une passe parfaite de l'extérieur du droit. Sormani se retrouve démarqué devant le but. Rivera est également un buteur, tout en finesse, mais aussi plein de sang-froid. Et Rivera a marqué plus que Suarez. Et Luis mettait moins de buts, mais il construisait davantage le jeu que Rivera. Si Suarez est la prose, Rivera est la poésie. Le premier est travailleur, il court et pense au jeu en même temps. Machine à kilomètres, son jeu est méthodique. Le second ressemble à un danseur. Il joue au football sur la pointe des pieds. Original sur un terrain, il a un talent inouï.
Suarez est l'architecte, Rivera l'artiste. Luis Suarez, vainqueur en 1960, un gaucher à la technique remarquable. Tout d'abord un garçon au moyen physique limité, puis qui petit à petit s'est étoffé, qui a gagné en rayonnement, dont l'idole était et demeure toujours Alfredo Di Stefano. Et on pourrait dire que Luis Suarez, c'est le petit Alfredo. À mon avis, Suarez a été l'un des 3 ou 4 grands joueurs étrangers arrivés en Italie. Il avait une détermination à toute épreuve et démontrait une grande envie, et puis c'était un grand joueur. De très grandes qualités tactiques et techniques, mais il savait aussi être rapide. À l'époque, les joueurs techniques étaient un peu lents, mais lui, il était rapide dans sa course autant que dans l'exécution des passes. Un joueur à prendre comme exemple pour tout ce qu'il montrait sur le terrain. J'ai beaucoup appris grâce à lui. Les plus belles choses que j'ai lues sur Suarez, c'est Gianni Brera qui les a écrites. Il a écrit l'un de ses plus beaux articles sur les origines modestes de Suarez, là où il a grandi, dans un quartier de la Corogne. Luis Suarez est né à La Corogne le 2 mai 1935. Il fait ses débuts en première division au Deportivo et son talent ne passe pas inaperçu. Lorsqu'il débarque à Barcelone, il est encore tout jeune, mais il trouve en Helenio Herrera un entraîneur fondamental dans l'évolution de sa carrière. En 1957, il débute avec l'équipe nationale et joue aux côtés d'Alfredo Di Stefano, l'étoile du Real Madrid, son idole de toujours. Mestalla es escenario de otro fenomenal partido de la selección. El adversario es Austria. Sigue siendo seleccionador nacional Helenio Herrera. Luis Suárez inicia la jugada que Di Stefano transforma en gol. 1-0. Quand j'étais jeune, j'avais des idoles, comme tous les enfants. Et pour m'améliorer, eh bien, je me suis inspiré de mon idole, le plus grand joueur que j'ai jamais vu, Alfredo Di Stefano. Di Stefano non plus ne tarit pas d'éloges sur son coéquipier en équipe nationale qu'il appelle l'architecte, en raison de son jeu très organisé et de son style inimitable. Avec l'Espagne, Suarez participe à 2 Coupes du Monde, en 1962 et en 1966. Entre-temps, il écrit la plus belle page de l'histoire de la sélection ibérique en remportant le championnat d'Europe 1964. Je suis très content, vraiment satisfait, car je pense avoir disputé 2 très beaux matchs. Et donc, ça veut dire que j'ai très bien suivi les consignes de mon entraîneur. En finale, à Madrid, le 21 juin, l'Espagne bat la Russie de Yachine 2-1. Luis Suarez était sur le côté droit et il a centré. Le ballon était parfait. Je me suis retrouvé face au but devant le grand Lev Yachine, l'araignée noire. Je me suis alors dit que la seule manière de le battre était de tirer très fort. Et j'ai frappé tellement fort que je suis tombé en arrière. Je suis satisfait de la manière dont nous avons joué lors de ce championnat d'Europe et de notre victoire, bien sûr. Je pense que j'en ai été un des acteurs majeurs. Pour les Espagnols, ce sera le seul succès en phase finale d'une compétition majeure. Mon histoire avec l'Espagne ressemble beaucoup à celle que j'ai vécue avec l'Inter. Avec le Football Club de Barcelone, Suarez obtient de nombreux succès et remporte par 2 fois la Liga et la Coupe du Roi. Nous avons gagné 2 années de suite le championnat espagnol
avec le Barça, devant un Real Madrid très impressionnant. Mais il connaît une véritable consécration en Coupe des Villes de Foire, l'ancienne Coupe UEFA, qu'il remporte par 2 fois avec des prestations de très haut niveau. J'ai disputé de très beaux matchs en Coupe des clubs champions. La régularité dans son jeu et ses brillantes performances amènent Suárez, de 1959 à 1965, à fréquenter les premières places au classement du Ballon d'Or. Il parvient même à le remporter en 1960. Pour moi, avoir gagné ce trophée dans une période où il y avait des joueurs merveilleux comme Di Stefano ou Puskás a été quelque chose de formidable. Après avoir perdu la finale de la Coupe des clubs champions contre le Benfica d'Eusebio, Suárez décide de quitter le Football Club de Barcelone et débarque en Italie à l'été 1961. Très convoité, il présente une carte de visite impressionnante avec ses 112 buts en 216 matchs. Et c'est l'Inter qui s'attribue ses services grâce au forcing de Helenio Herrera qui le connaît bien pour l'avoir eu sous ses ordres au Football Club de Barcelone. Più veloce, quando si parla si va troppo lentamente. Andiamo, guardare prima, pensare prima. Mes rapports avec Herrera ont toujours été fantastiques. On s'appréciait beaucoup. Et donc, lorsqu'il est passé du Milan AC à l'Inter, il a demandé dès l'année suivante que je le rejoigne. Je suis très reconnaissant envers lui. Je lui dois vraiment beaucoup. Andiamo parlando adesso, chiamando a chi? Parla! Notre milieu de terrain était plutôt triste, sans imagination. En recrutant Suárez, je voulais le dynamiser et le pousser un peu vers l'attaque. Afin de satisfaire la demande du magicien, les dirigeants de l'Inter mettent la main à la poche et dépensent une somme colossale pour attirer la pépite espagnole, que l'on appelle aussi El Pibe de Oro, comme Maradona 20 ans plus tard. C'est vrai, l'Inter m'a acheté très cher. C'était une somme vraiment énorme à l'époque en Italie. À la base, il avait proposé beaucoup plus au FC Barcelone, mais en réalité, les dirigeants espagnols pensaient que c'était du vent et qu'au moment de conclure l'affaire, le chiffre serait bien différent. Et donc, Alodi a fait une autre offre moins conséquente qui finalement a été acceptée. L'Inter a fait une très bonne affaire en faisant venir Suárez. Herrera est tellement sûr de la valeur de son protégé qu'il n'hésite pas à le présenter comme un cocktail de qualité de plusieurs joueurs. La vitesse de Bicicli, le dribble de Corso, la puissance de Lindskog, la facilité de Sivori à perforer une défense et le tir d'Altafini. Rien que ça. Qu'est-ce que vous pensez de vous lorsque vous vous voyez à la télé? Ça me gêne un peu, car je ne me reconnais pas, à dire la vérité. Je n'ai déjà pas beaucoup de cheveux, mais j'ai l'impression que la télé me vieillit un peu, quoi. Si l'on ajoute à ses nombreuses qualités son côté pugnace, Luis a tout pour être celui que l'Inter attend depuis longtemps. Le meneur capable d'emmener les siens vers les sommets. C'était un très grand joueur. Il avait déjà gagné le Ballon d'Or en Espagne et il avait accompli des choses incroyables là-bas. C'est grâce à sa venue que nous avons réussi à remporter des titres. Vos objectifs pour le prochain championnat? Avec une équipe comme l'Inter, on doit forcément viser le titre. Mais il va falloir attendre quelques journées avant de savoir si nous en sommes capables. Dès sa deuxième apparition avec l'Inter en championnat, Suárez répond aux attentes placées en lui. L'architecte mène les siens vers une victoire 3-2 sur le terrain de la Roma en inscrivant le deuxième but.
Suarez est l'interprète sur le terrain des exigences tactiques d'Herrera. Tout homme doit avoir un but, et le tien, c'est le championnat. Dans le football, qui ne donne pas tout ne donne rien. Pense rapidement, cours rapidement, joue rapidement. Les rapports entre les deux hommes sont excellents. L'entraîneur l'appelle le prophète de la grande équipe de l'Inter, et le joueur le remercie pour tout ce qu'il apprend à ses côtés. Herrera lui enseigne par exemple que la beauté du football se trouve dans l'efficacité. Suarez plaisait beaucoup à Herrera, car il avait des qualités qu'il appréciait particulièrement. La technique, la vitesse, et puis cette capacité à se consacrer corps et âme à son équipe, d'en être le moteur. En Italie, Suarez bouleverse son jeu. Il devient de moins en moins buteur, mais fait davantage marquer ses partenaires. C'est lui qui dirige le jeu de son équipe. Au FC Barcelone, j'avais un jeu beaucoup plus spectaculaire. Je tirais plus souvent au but et je marquais beaucoup plus régulièrement. Entre 18 et 20 buts chaque année, disons. Mais ensuite, j'ai changé mon style de jeu pour le bien de l'équipe. Luis devient l'homme des démarrages. Avec ses feintes, il déstabilise ses adversaires. La technique doit permettre d'avoir une vision plus large du jeu. Et je pense que c'était certainement l'une de mes plus grandes qualités. Suarez, un chef d'orchestre placé devant sa défense, qui récupère les ballons et lance ses attaquants dans la profondeur afin d'exploiter au maximum la vitesse supersonique de Jair et de Mazzola. Un véritable monstre tactique. Suarez aime l'ordre, mais il se permet aussi des chevauchées fantastiques improvisées. « 25e journée du Calcio. C'est un tournant dans cette saison 62-63. L'Inter a un point d'avance sur la Juventus et pour consolider son fauteuil de leader, la formation lombarde doit gagner sur son terrain contre Gênes. À la mi-temps, l'Inter mène 1-0 grâce à un but de Corso, mais Gênes fait plutôt bonne figure dans cette première période et manque d'un rien l'égalisation. Mais dès la reprise, les Noirs et Bleus sont déchaînés. Suarez est partout. À la 55e minute, il récupère un ballon et lance Corso. C'est encore Suarez qui apparaît en position d'ailier gauche. Sa course n'est pas encore terminée. Il réalise encore un échange avec Corso et frappe au but. Le génie espagnol marquera 2 autres buts pour une victoire écrasante 6-0. L'artisan principal de la victoire de l'Inter en championnat n'est autre que Suarez. Suarez, pensez-vous avoir gagné le championnat grâce à cette victoire? Oui, nous avons effectué un meilleur parcours que la Juventus et nous méritons amplement notre victoire et notre place au classement. Pourtant, la Juventus a attaqué très fort dès la reprise. Oui, car nous avions 2 blessés et nous avons joué à 9 en seconde période. Avec l'arrivée de Suarez, l'Inter a trouvé non seulement un grand footballeur, mais aussi un meneur d'hommes sur le terrain. J'ai pu rendre service à cette équipe car je suis arrivé ici, alors que j'étais déjà joueur confirmé sur le plan international. Nous étions encore jeunes et nous avions besoin d'avoir quelqu'un de cette envergure pour nous guider. La chose la plus importante que j'ai réalisée ici n'a pas été sur le terrain, même si j'estime y avoir joué mon rôle, mais plutôt en dehors. Suarez est le seul de son équipe à avoir déjà disputé la Coupe des clubs champions. L'Inter se retrouve en finale contre le Real Madrid et toute l'expérience de Suarez peut beaucoup apporter à la formation italienne. Avant la rencontre contre le Real Madrid, les joueurs de l'équipe pensaient déjà à toutes les stars qu'ils allaient croiser. Pichi parlait toujours de Puskas, Mazzola de Di Stefano. Lorsque nous avons pénétré sur la pelouse, il ne cessait de regarder les Madrilènes. Apparire il gigantesco arbitro austriaco Stoll e poi il capitano Pichi col capitano Gento. Nous étions en file indienne et moi j'admirais Di Stefano. Il me paraissait immense, genre 1m90 ou 95.
Ils étaient tous habillés en blanc, impeccables. À un moment, Suarez, qui avait déjà disputé des finales européennes, est venu me taper sur l'épaule et il m'a dit « Écoute, on n'a qu'à jouer au football. » Il fallait seulement les battre, c'était des joueurs comme nous. Je regardais Di Stefano et je ne pouvais pas m'empêcher d'être terrifié. Ils étaient tous un peu comme ça. Sta per avere inizio la finale della nuova edizione della Coppa dei Campioni. Partiti. Rete. Ha segnato Mazzola. Internazionale 1, Real Madrid 0. Mais finalement, ce 27 mai 1964, le seul Espagnol qui triomphe est Luis Suarez. Il réalise un sans faute et permet à son équipe de remporter cette finale 3-1. Milani da Mazzola. Rete. Ha raddoppiato Milani. Formidabile. Mazzola. Rete. 3-1. Ecco il signor Stoll, ottimo direttore di gara, che consulta ancora e consacra in questo momento l'Internazionale di Milano vincitrice della 9ª edizione della Coppa dei Campioni. Avoir battu le Real en jouant aussi bien a été quelque chose de merveilleux. À la fin du match, nous avons porté en triomphe notre président. Et moi, je n'avais jamais vu quelqu'un d'aussi heureux, avec des yeux pleins de bonheur. Après ce premier succès sur la scène européenne, l'Inter en remporte un deuxième en Coupe intercontinentale contre l'Independiente de Buenos Aires. Suarez a frôlé le Ballon d'Or cette année-là, mais le jury de France Football a préféré sacrer l'Écossais Denis Law. Parfois, j'entends certains discours, mais si tu ne gagnes pas quelque chose, l'année où j'ai remporté le Ballon d'Or, j'ai juste gagné le championnat. Certes, il était extrêmement important pour l'Inter, mais en 1964, je ne suis pas arrivé premier, alors que j'avais remporté le championnat, la Coupe des clubs champions et la Coupe intercontinentale. L'année suivante, en 1965, 2 joueurs de l'Inter terminent sur le podium. Facchetti est 2e et Suarez 3e. Preuve que cette période est dominée par le grand Inter, capable de jouer sur tous les tableaux. L'Inter tournait vraiment rond à cette période. Tout allait bien. Les entraînements, les comportements des joueurs, les résultats, le jeu. Tout le monde était prêt à se sacrifier pour arriver à la victoire. Et disons que nous avions une union vraiment extraordinaire sur le terrain. L'Inter ouvre ainsi un cycle de succès sans précédent. Une nouvelle ère de domination sans partage qui conduit la formation de Herrera en 1966 à son 3e Scudetto en 4 ans. Les Nerazzurro écrasent véritablement la concurrence. Et personne ne peut imaginer alors que ce sera le dernier titre de l'Inter version Suarez. En 1967, le grand Inter ne remporte aucun titre. Une saison noire pour les coéquipiers de Suarez qui perd dans l'espace de quelques jours le championnat à la dernière journée sans sa pépite espagnole et la finale de la Coupe des clubs champions face au Celtic. Pour Luis Suarez, l'expérience italienne s'achève en 1970. Fraisoli succède à Moratti et l'Espagnol doit quitter le navire interiste. Il dispute ses 3 dernières saisons à la Sampdoria, le temps pour lui d'écrire encore quelques belles pages. À 37 ans, on le réclame encore en équipe nationale. Preuve que l'âge n'a pas d'importance lorsque la classe et l'intelligence sont réunies dans un seul joueur. Luis Suarez a vraiment été un très grand joueur.
C'était un formidable metteur en scène, un véritable précurseur dans le monde du football. Gianni Rivera, vainqueur en 1969, l'enfant prodige, tous les dons, un gaucher d'une technique très pure, d'une technique de cristal, fragile aussi également comme le cristal, puisqu'il aura été au bout du compte très controversé, capable d'organiser, de passer, de marquer. Gianni Rivera, c'est vraiment le seigneur du calcio. Je pense avoir été un joueur doté d'une bonne technique, avec une bonne vision du jeu. Ce sont principalement ces deux caractéristiques d'ailleurs qui m'ont permis de réaliser ma carrière. Gianni Rivera est né à Alexandria le 18 août 1943. Premier pas au football à l'école. Précoce, il débute en Serie A à l'âge de 15 ans, le 2 juin 1959. Ainsi commence le conte de fées du garçon en or, le Golden Boy, qui durera 20 ans. Malgré un certain scepticisme à son égard en raison de son frêle gabarit, le Milan AC ne laisse pas échapper le talent de ce jeune joueur. Son jeu est tellement pur et déjà rodé que l'on pourrait prendre ça pour de la provocation. Lorsqu'il est appelé à effectuer un test avec l'équipe première, les anciens, justement, saisissent aussitôt sa valeur et parient sur son avenir. J'étais au bureau lorsque le téléphone a sonné. C'était Vianney, l'entraîneur au téléphone. Il m'a dit « Et tu sais, j'ai vu jouer ce Rivera, et il faut absolument le prendre. » Le Milan AC recrute le jeune talent et le laisse un an supplémentaire à Alessandria pour lui permettre d'acquérir un peu plus d'expérience et d'affiner sa technique déjà de tout premier ordre. Je me souviens de mon premier but avec l'Alessandria. C'était un but important car il nous a évité une défaite supplémentaire, mais finalement, il n'a pas servi à grand-chose puisque nous sommes tout de même descendus à la fin de la saison. Gianni Rivera débarque au Milan AC durant l'été 1960. Son très jeune âge contribue à le rendre immensément populaire. Son charisme et son intelligence en font immédiatement un personnage. Le Golden Boy plaît à tout le monde. Il apparaît comme le gendre idéal. Sur le terrain, certains le comparent déjà à Schiaffino, la star uruguayenne du Milan AC, qui vient tout juste de partir. À l'époque, nous n'avions jamais vu un joueur comme lui. Il jouait avec une facilité déconcertante. Tout était si simple pour lui. Dès son premier championnat avec les Milanais, Rivera montre qu'il a le tempérament pour endosser un rôle de titulaire. Il est à deux doigts de conquérir le titre avec sa nouvelle formation dirigée alors par Gippo Viani. La Juventus enlève le Scudetto malgré les 2 défaites concédées contre le Milan AC. D'ailleurs, à chaque fois, Rivera a inscrit son nom au classement des buteurs. Le tournant a lieu la saison suivante, lorsque sur le banc arrive Nereo Rocco de Trieste. Au début, cet entraîneur juge le jeune de 17 ans encore trop immature pour évoluer dans une équipe jouant le titre. Rocco le regardait à peine. Et puis un jour, il est entré dans l'équipe et n'en est plus sorti.
Avec l'arrivée de Rocco, nous avons remporté le championnat, mon premier calcio. Ce fut une année magnifique, très exaltante. Rivera inscrit 10 buts et devient un élément déterminant pour décrocher le titre. La fête intervient après un 4-2 face au Torino. Cette victoire comble de joie le peuple milanais qui peut célébrer son 8e Scudetto. C'est le début d'une nouvelle ère. Le Milan AC devient l'une des plus grandes équipes européennes, comme le confirme son succès la saison suivante en Coupe des clubs champions face au Benfica, 2-1. Nous n'étions pas favoris dans cette finale car Benfica avait pris le pouvoir sur la scène européenne en lieu et place du Real Madrid. Cette équipe paraissait invincible et tout le monde la voyait gagner un autre titre. Gianni Rivera est l'homme des passes géniales, comme lors de cette finale où il envoie Altafini vers le but de la victoire. Altafini a parcouru la moitié du terrain tout seul. J'ai vu un espace entre deux défenseurs et je l'ai lancé en profondeur. Altafini s'est présenté devant le but, mais nous l'avons tous suivi, car il a tiré sur le gardien une première fois, puis il a marqué le but. La scène internationale reste subjuguée par sa manière de comprendre et d'organiser le jeu. Pour sa première véritable consécration, il frôle de peu le Ballon d'Or 1963. Seul le gardien de but soviétique Yashin obtient plus de voix que lui. Il est d'ailleurs le seul joueur à recevoir un 9 sur 10 de la part de Gianni Brera dans les journaux pour sa prestation contre Bologne. Reconnaissance d'autant plus significative de la part d'un journaliste qu'il avait beaucoup critiqué sur sa force de caractère. Rivera est un joueur très intelligent, toujours en mesure de pressentir la meilleure situation pour lui. Et je trouve qu'il en fait le minimum parfois. Il ne court pas beaucoup. Sinon, ce serait un très grand joueur. Mais pour moi, c'est seulement, disons, un bon joueur. La critique m'a toujours paru quelque chose de naturel et je m'étonnais que les autres ne le fassent pas. En équipe nationale, la relation avec son staff était très explosive. L'encadrement ne se gêne pas pour le critiquer. Je n'étais pas très bien vu par une partie de la presse, plus proche de l'Inter, et ne voulant pas que je porte le maillot de la sélection nationale. Mais que voulez-vous, c'était compliqué de ne pas me faire jouer avec l'Italie. Mais la mise à l'écart la plus grave intervient lors de la finale de la Coupe du Monde 1970 au Mexique. L'Italie défie le Brésil, mais Rivera ne fera son entrée qu'à la 84e minute alors que la rencontre est déjà pliée pour la Seleção. Une décision d'autant plus incompréhensible que c'est Rivera lui-même qui avait permis à la Squadra de disputer la finale en inscrivant le but de la victoire face à l'Allemagne en demi-finale. La diapositiva assegna il gol a Müller e siamo ancora sul 3-3. Drammatica partita fra Italia e Germania per l'ingresso in finale. Poi Insegna, ha saltato Schutz, passaggio, Rivera, rete Rivera, ancora 4-3. 4-3, gol di Rivera. Che meraviglioso! 2 minuti. Rivera è l'autore del risultato finale, 4-3 e l'Italia entra in finalissima. Lorsque j'ai inscrit ce but contre l'Allemagne, je me suis ôté un grand poids, car je me sentais un peu responsable de n'avoir pas marqué sur une action précédente. Déboire en sélection nationale, mais joie intense sous le maillot milanais. Avec l'Italie, l'entraîneur ne croit pas trop en lui, mais au Milan AC, tous sont unanimes sur ses capacités. Nereo Rocco le considère même comme l'homme indispensable. Certes, il ne court pas beaucoup, mais si je veux que mon équipe produise du jeu, de la folie, de la première à la 90e minute, si je veux renverser la situation à n'importe quel moment, il n'y a que Rivera, avec ses éclairs de génie, qui puisse le faire.
Je ne veux pas trop exagérer car je sais qu'il est seulement malin et un peu naïf comme joueur. Pour plaisanter, l'entraîneur disait « Donnez le ballon à Gianni, laissez-le diriger le jeu. Comme ça, on gagne et il nous fait tous gagner de l'argent. » Rocco me considérait comme son troisième fils. Nous avions des relations très humaines. D'un point de vue technique et tactique, il n'a jamais remis en question mes performances. Il ne m'a jamais dit ce que je devais faire, comme il le faisait souvent avec les autres. Parce qu'il avait évidemment confiance en mon jeu et en mes capacités sur le terrain. Entre la fougue de l'entraîneur de Trieste et la douceur de Rivera, qui n'ose jamais la voix, les rapports sont excellents. Le premier ne sait pas penser sans le second quand il décide de revenir au Milan AC après avoir démissionné. Après la victoire en Coupe des clubs champions, il demande d'abord l'avis de son protégé. Une fois leur tandem reconstitué, le Milan AC se remet à gagner. Il faut dire qu'il y a encore du chemin avant d'égaler les trophées de l'Inter d'Herrera et de Mazzola, son alter ego, avec lequel il existe une rivalité qui coupe l'Italie en deux. Le Milan AC gagne le championnat 1968 avec 9 points d'avance sur le deuxième Naples. Rivera inscrit 11 buts et fait la fortune de Pierino Prati et d'Angelo Benedicto Sormani, le duo d'attaquants milanais bien content de transformer les incroyables actions de leur meneur de jeu. Rivera n'était pas un joueur comme les autres. C'était un joueur hors du commun, extraordinaire. On avait l'impression qu'il avait des yeux derrière la tête. Quand il regardait à droite, il avait déjà vu ce qui se passait à gauche. La partita, una delle migliori dei milanesi in questo campionato, ha avuto in Gianni Rivera. Eccolo il principale protagonista. Avec les dons naturels qui étaient les siens, il savait se déplacer sur le terrain selon les situations. Il avait cette compréhension et ce feeling naturel des grands joueurs que les autres ne pouvaient pas avoir. Il jouait un autre football. Il m'arrivait parfois de marquer un but, mais la plupart du temps, je donnais les ballons pour mes attaquants, Prati, Sormani ou Amrin. Une saison enrichie par un autre trophée, la Coupe des Coupes, remportée 2-0 face à Hambourg. L'année suivante, avec 83 voix, Rivera est sacré Ballon d'Or 1969. C'est un moment historique. Jamais un joueur italien n'avait avant lui réussi à être élu meilleur joueur du continent. C'est un journaliste qui m'a informé de la nouvelle. Il me l'a communiqué et je lui ai simplement répondu « Ok, merci ». Une consécration pour l'Italien qu'il doit aussi à la finale de la Coupe des clubs champions, remportée cette année-là face à l'Ajax 4-1. Le numéro 10 milanais offre un grand spectacle et délivre quelques passes somptueuses. Ce but s'est construit très loin de la surface néerlandaise. Il y a eu une grande préparation. Alors je suis parti de mon camp et Rivera m'a attendu. Il a perdu du temps avant que j'arrive finalement près du but de l'Ajax. Et pour répondre à ceux qui doutent de son tempérament, il y a cette finale incroyable en Coupe intercontinentale. Le Milan AC se rend en Argentine pour affronter les Studiantes. Fort d'un match aller gagné 3-0 à San Siro. Le climat est tendu. Déjà à Milan, les Sud-Américains avaient promis un match retour très chaud. Pour ce match retour en Amérique du Sud, on avait reçu des menaces de mort contre nous. Nous avons monté les premières marches qui mènent au stade. Nous sommes sortis et les tasses de café brûlantes nous sont tombées dessus. Un truc impressionnant. On s'est mis à faire la photo de l'équipe au milieu du terrain et les joueurs de l'Estudiantes sont arrivés, chacun avec un ballon, et ils nous ont tiré dessus.
In quella squadra di Estudiantes ce n'erano proprio pochi. Ils étaient certainement drogués. Ils ont davantage essayé de nous agresser plutôt que de jouer à un match de foot. En tout cas, ça n'avait rien à voir avec une rencontre de football. Nous avons eu de la chance d'en sortir vivants. Et puis nous avons mis un but. Et ils devaient désormais en mettre 4. Ça devenait tout de suite un peu compliqué pour eux. Et en plus, c'était un beau but. Nous avons pris la défense à revers et je me suis retrouvé devant le gardien. Et là, au lieu d'essayer de prendre le ballon, il a tenté de me prendre moi. Mais étrangement, il n'a pas réussi. Pourtant, c'est quand même plus facile de stopper un adversaire que le ballon. Enfin, il m'a raté et j'ai pu marquer dans le but vide. Le Milan AC retourne en Italie avec le titre de champion du monde. Le garçon en or a grandi. Il devient un capitaine exemplaire et prend un groupe rajeuni sous son aile. Son rôle est parfois l'objet de vives polémiques avec le corps arbitral, comme en 71-72 lorsqu'il conteste un penalty qui pèsera beaucoup sur le verdict du championnat. La punition est tout aussi lourde. 9 journées de suspension, le calcio se termine là pour Rivera. Je dois dire que je ne me souviens pas très bien de tout ce que j'ai pu dire. Une chose est sûre, mon propos était surtout basé sur la liberté d'opinion. En général, vous savez ce qui se passe? On n'aime pas que le footballeur puisse penser. S'il commence à penser, il pourrait démontrer qu'en fait le football, c'est quelque chose de tout à fait simple. Peu de gens comprennent finalement le football, vous savez. Durant une saison, Rivera se mue également en buteur. Fréquenter le classement des meilleurs marqueurs ne lui était jamais arrivé auparavant. Il termine la saison avec 17 buts à égalité avec Savoldi et Pulici. C'est un Milan assez spectacle que celui de 72-73, une véritable machine à marquer des buts. À San Siro contre la Roma d'Elenio Herrera, le capitaine mène le Milan AC vers la victoire avec une passe décisive et 2 buts. Même sur coup de pied arrêté, Rivera prouve qu'il est implacable. Exactement comme à la fin du Grand Inter, le Milan AC de Rocco se fait chipper le championnat lors de la dernière journée. À la différence de leurs ennemis, les Milanais gagnent sur la scène européenne en Coupe des Coupes, mais doivent s'incliner de justesse dans la course au Scudetto devant la Juventus. Il faudra attendre 6 ans désormais avant de pouvoir de nouveau goûter à la joie de remporter le championnat. En 1978-79, c'est Nils Lidholm qui mène le Milan AC vers le titre. La boucle est bouclée. Rivera peut se retirer. Le baron, qui avait accueilli Rivera en sa qualité de joueur, est 20 ans après l'entraîneur avec qui il écrit la dernière page de son histoire. Rivera dit stop après avoir disputé 501 matchs de championnat avec le maillot rossonero. Pour son dernier match, il s'adresse aux supporters avec un micro pour pouvoir rétablir les conditions nécessaires au déroulement du match. Ce jour-là, il passe le témoin avec la satisfaction du devoir accompli. Je me souviens des 20 années durant lesquelles j'ai joué au foot, de mes débuts à l'Alessandria, ainsi que de mes 19 années au Milan AC. Je me souviens de tous comme d'une très belle époque que je porterai à jamais dans mon cœur.
2006, Fabio Cannavaro est sacré nouveau Ballon d'Or. Un trophée qui récompense essentiellement sa brillante Coupe du Monde en Allemagne avec la sélection italienne dont il est le capitaine. Le podium est complété par Buffon, son coéquipier en sélection, et Thierry Henry. Je l'ai appris lorsque j'étais avec l'équipe nationale. On est venu me le dire et j'ai tout d'abord pensé à une blague. Gagner la Coupe du Monde a été merveilleux, mais ça, vraiment, je ne m'y attendais pas. Je dédie ce trophée à ma femme, Daniela. Je voulais aussi dédier ce Ballon d'Or à la ville de Naples qui traverse une période un peu particulière en ce moment. Et je veux dire aux enfants napolitains de croire en leurs rêves, parce qu'ils peuvent se réaliser, comme ça a été pour moi. Je remercie mes coéquipiers de la sélection, le Real Madrid et la Juventus. Ils ont tous eu un rôle important. C'est une récompense qui vaut double pour moi car c'est rare qu'un défenseur soit élu. Ce Ballon d'Or lui donne un goût particulier. Fabio Cannavaro, classe 1973. De Fuorigrotta, un quartier populaire de Naples, à Berlin, une nuit d'été 2006. L'Italie est championne du monde. Cela n'était plus arrivé depuis le triomphe espagnol de 1982 avec l'équipe de Paolo Rossi, Ballon d'Or justement cette année-là. Arriva il pallone, lo mette fuori Cannavaro, poi ancora insiste Podolski, Cannavaro, Cannavaro. C'est le cri de ralliement qui a accompagné le parcours de la sélection italienne durant le mondial. Un parcours entamé au milieu des polémiques et des tensions qui ont fini par unir encore plus le groupe de Marcello Lippi. 9 juillet 2006, Berlin, dernier acte de la Coupe du Monde. Cannavaro est le capitaine de l'Italie qui défie la France d'Henry et de Zidane dans un dernier combat pour s'adjuger le titre final. Comme un symbole, il fête par la même occasion sa 100e sélection en équipe nationale. Le moment est exceptionnel, magique pour le gamin de Naples. La saison 2005-2006 de Cannavaro a été impériale. Il vient de gagner son 2e titre consécutif avec la Juventus. Il dispute 36 matchs sur 38 dans le calcio. Le champion italien ne baisse jamais de rythme. Ses performances sont de haut niveau. C'est le pion essentiel de la défense turinoise avec ses partenaires Buffon et Thuram, ses compagnons de route depuis le temps de Parme. Une défense béton, cette arrière-garde de la Juventus. Seulement 24 buts encaissés durant toute la saison. Statistique impressionnante, surtout en Italie. Avec Cannavaro, la vieille dame a trouvé son gladiateur. C'est contre lui que viennent se heurter les attaques adverses. C'est sur lui que s'écrasent les tentatives des attaquants. Mais Fabio ne se contente pas uniquement de défendre. Il dirige le secteur défensif et s'attelle également à soigner sa relance. « 22 janvier 2006, 21e journée du championnat. Au Stadio delle Alpi, la Juventus reçoit Empoli. Cannavaro est bien sûr titulaire. Les Toscans, sous la houlette de Cani, n'ont pas grand-chose à perdre contre les champions d'Italie. Actuellement 17e de Serie A, ils n'espèrent pas grand-chose de ce déplacement. Partiti, calcio d'avvio dato dalla Juve del Piero all'indietro per Vieira. Et pourtant, l'exploit a failli avoir lieu. À peine 3 minutes de jeu, et voilà Empoli qui crée la sensation en ouvrant le score par l'intermédiaire d'Almiron. La Juve paraît désorientée en ce début de rencontre. Mais la réaction ne se fait pas attendre. Elle se nomme Fabio Cannavaro, qui se mue exceptionnellement en buteur, car c'est bien lui, à la 17e minute, qui égalise pour la Juventus, à son grand étonnement. Mais la Juve ne veut pas en rester là.
Pour demeurer dans la course pour le titre et pour continuer le coude à coude avec l'Inter, la vieille dame doit s'imposer à domicile. Les Noirs et Blancs attaquent par l'intermédiaire de Trezeguet et Del Piero dans un premier temps, puis de Moutou, Camoranesi et Zalayeta entrés en seconde période. 77e minute, on file toujours vers un résultat nul. Parte Del Piero, il suo cross, pallone dentro, colpo di testa, rete! E il gol del 2-1, ancora Cannavaro, doppietta per lui, un gol importantissimo. Et c'est encore Fabio Cannavaro qui va débloquer la situation. Ce but donne la victoire à son équipe. Un doublé du défenseur italien qui arrive à point nommé pour la Juventus. Impressionnant Fabio. Un sourire qu'il réitérera cette nuit de juillet 2006, au moment de soulever ce trophée que tous les footballeurs rêvent de gagner, la Coupe du Monde. Pourtant, la finale n'avait pas bien débuté pour Cannavaro et les siens. Un pénalty concédé au bout de quelques minutes bouleverse tous les plans de la squadra. La suite est connue. L'égalisation de Materazzi, le coup de boule de Zidane, les tirs au but pour sacrer l'Italie. La course folle des Italiens pour sauter sur Buffon et le capitaine aux 100 sélections qui brandit au ciel la Coupe du Monde. Champion du monde pour une fête inoubliable dans les rues de Rome. Un grand moment de joie, de couleurs et de larmes. Un bain de foule pour Cannavaro, qui ne cesse de sourire, en goûtant peut-être à l'avance ce qui se produira d'ici quelques mois. Son passage au Real Madrid, mais surtout son couronnement comme meilleur joueur de la planète. Le Ballon d'Or est à lui, un défenseur sur le toit du monde. Andrea Pirlo, le milieu de terrain génial qui fait le bonheur du Milan AC et de la sélection italienne depuis quelques années déjà. Batte Pirlo e il fantasista rossonero non sbaglia. Il est né en 79. C'est un des derniers vrais talents du football italien. Capable d'actions incroyables, Andrea Pirlo dirige le jeu, organise la manœuvre, délivre des passes merveilleuses et marque parfois des buts splendides. Imperturbable Pirlo, comme lors de son tir au but en finale de Coupe du Monde. C'est justement cette compétition qui a vu la consécration du grand Andrea Pirlo. Son magnifique but contre le Ghana a ouvert l'aventure des Italiens. En demi-finale aussi, il délivre une passe incroyable pour Grosso qui permet à son équipe de s'imposer face aux Allemands. Pirlo, ancora Pirlo di tacco, tiro, À l'issue de ce mondial réussi, il se classera d'ailleurs 9e au classement du Ballon d'Or. Sa seule présence au milieu de terrain est une garantie pour la squadra. Son éclosion date véritablement de la saison 2002-2003 où, pièce maîtresse de la formation milanaise, il remporte la Ligue des Champions face à la Juventus. Lorsque je pense à la grande époque de l'Inter, je pense surtout à deux joueurs. Le premier, qui était le cœur, Suarez, et le second, l'inspiration, Corso. Lorsqu'on évoque les deux grands champions qui étaient Corso et Suarez, on doit se rappeler que Suarez pouvait tout faire sur un terrain. Et il s'inspirait de son idole Alfredo Di Stefano qui pouvait jouer attaquant, milieu ou même encore défenseur. Et cela ne l'empêchait pas de terminer le championnat avec le titre de meilleur buteur. Hormis ses qualités techniques exceptionnelles,
Il était toujours en mouvement, ce qui lui permettait d'être partout à la fois. C'était quelque chose d'incroyable. Par la suite, il a un peu plus limité son champ d'action car l'équipe était plus compétitive. Par exemple, il avait moins à venir en attaque car j'étais là, mais il occupait tout de même beaucoup d'espace. Sa technique et sa vitesse le rendaient encore plus fort. Il avait la course de Del Sol et l'élégance appartenant aux gens comme Rivera. Et les deux choses à la fois. Sans savoir qu'il citait Shakespeare, Giovanni Lodetti, qui a joué avec Suarez à la Sampdoria, puisque sur le tard, il y avait terminé tous deux leur carrière, a dit « Suarez est un homme. C'était et c'est un homme. » J'ai toujours pris beaucoup de plaisir à jouer des derbies. Tout d'abord parce que j'ai presque toujours bien joué, et puis j'ai eu la chance de marquer aussi. Et puis, j'étais marqué par le plus grand joueur, Luis Suarez. Rivera était un joueur fantastique. C'était un joueur qui savait lancer ses coéquipiers en profondeur et les envoyer au but. Rivera savait donner des bons ballons, surtout lorsqu'il se trouvait au milieu du terrain, dans son champ d'action. Lorsque je suis arrivé au Milan AC, mon père m'a dit « Essaye seulement de jouer comme Rivera ». Alors moi je lui ai répondu « Écoute, je ne le connais pas, j'étais trop petit ». Rivera était avec Riva le joueur le plus représentatif de son époque. Et puis c'était un joueur doté d'une grande classe, il était beau à voir jouer. Rivera représentait la beauté du football. Mon père était fou de lui. Il a fait une très grande carrière. Il a commencé très jeune en Serie A et il a gagné beaucoup de titres, dont le Ballon d'Or. Il a mérité cette carrière magnifique. À part son charisme dans le jeu, il avait aussi une grande personnalité en dehors du terrain. Rivera parlait avec une élégance incroyable pour quelqu'un qui avait été si peu à l'école. Donc un très grand respect. Le phrasé de Rivera était quelque chose d'incroyable. Il avait une intelligence supérieure à la moyenne. C'est ce qui frappait le plus chez lui.